Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Analyse du Monde où nous allons aborder un sujet intéressant. On va parler de le nouvel ordre mondial Est et Ouest. Alors, juste avant de commencer, une petite précision. Il faut savoir que la chaîne sur YouTube, Histoire, n'importe quoi, Analyse du Monde, elle a été strikée, donc elle a été fermée définitivement. Et si vous voulez retrouver Analyse du Monde sur YouTube, vous tapez le lien, vous tapez le nom Réinformation sur le monde. Et là, vous retrouvez sa nouvelle chaîne. Donc, je vous conseille d'y aller. Et surtout, n'oubliez pas, vous tapez Analyse du Monde aussi sur VK et vous le retrouverez là aussi. Donc, salut Analyse du Monde. Salut, merci beaucoup de m'inviter à ta chaîne Je qui est t'en prie. très importante parce que toi aussi tu travailles à la réinformation comme moi. Donc je suis très content d'y participer. Donc je ferai une petite précision comme l'a fort bien dit Gélico. Ma chaîne a été définitivement supprimée par YouTube du jour au lendemain après 5 ans, 345 vidéos et 2000 abonnés. Tout simplement parce qu'apparemment ma chaîne disait un petit peu trop de vérité. Il n'y a pas d'autre solution. En tout cas, YouTube m'a donné comme raison comme quoi mes vidéos étaient haineuses. Voilà. Mais cela donnait de la haine. Voilà pourquoi ils ont supprimé ma chaîne qui est à 95% de la géopolitique, de la politique et de l'actualité. Donc, comme l'a dit Gélico, le vrai nom de ma chaîne, c'est Analyse du Monde. Sur YouTube, il faut chercher Réinformation sur le monde. J'ai dû changer de nom parce que j'avais créé plusieurs chaînes différentes, mais toujours avec Analyse du Monde. Et c'est immédiatement supprimé. J'ai même été sur Twitch. Sur Twitch, je crée ma chaîne Twitch et j'ai mis Analyse du Monde. Et j'ai même pas pu finir la création de ma chaîne Twitch parce que quand j'ai mis du monde comme pseudo, c'était marqué en rouge en dessous. Vous pouvez pas prendre Analyse du Monde parce que Analyse du Monde, c'est un titre haineux. Et ça, c'était Twitch qui me le disait. Et donc, en fait, on peut même plus utiliser le pseudo Analyse du Monde. Je crois que n'importe qui dans le monde qui met en français en titre de sa chaîne Analyse du Monde, il se fera avoir. Parce que même Moi, je sur l'ai mis, moi. Twitch, hein? Moi, je l'ai mis Analyse. Non, en tant que titre de ta propre chaîne. Ça, tu te feras avoir. Mais voilà, sinon, oui, bah, il n'y a pas de souci. Mais voilà, parce que Twitch appartient à Google. Ils ont la même base de données pour information. C'est pour ça que je me suis fait avoir. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, ils essayent de supprimer tous ceux qui essayent de dire la vérité. Xavier Moreau, Stratpol en a fait les frais, mais bien d'autres. Je connais des grands youtubeurs qui en ont fait les frais aussi. Je suis pas le seul. Ouais. Donc Moi aussi, voilà, j'ai déjà eu. un dernier mot. Gélico a les liens de ma chaîne YouTube et de ma chaîne de référence Odyssée. Vous le verrez dans la description. Vous aurez les deux chaînes YouTube et Odyssée. Voilà. VK aussi, oublie pas VK. Et VK, bah, je suis sur VK, Telegram et Twitter. Donc, voilà. Telegram, de toute façon, Telegram, vous tapez Analyse du Monde, il y est. Ouais. Telegram, c'est tout est Analyse du Monde. Voilà. Ouais. Tout, il suffit de mettre Analyse du Monde. Il n'y a que YouTube. Il n'y a que YouTube, ouais. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il y en a plein. Ah bah, moi, j'ai eu, rappelle-toi, au début, pareil, comme de 90 jours, deux fois deux.
Tu vois là, et puis en plus, je voulais faire d'autres choses sur d'autres domaines. Je me pose la question de savoir si vraiment je vais le faire parce que j'ai peur pareil, de me faire supprimer ma chaîne parce que là, ils vont plus faire de cadeaux, ils vont y aller vraiment. Ah, ça va être sur YouTube, tout du moins sur YouTube, ça va être de pire en pire. Ça, c'est certain. C'est Ouais. certain. Bon, on va passer sur notre sujet alors. Bah, on y Le va. nouvel ordre mondial. Déjà, dans un premier temps, tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial? Alors, faut savoir il y a deux nouvel ordres mondiaux. Il y a le nouvel ordre mondial dont on parle depuis des décennies et jusqu'à la guerre en Ukraine, c'est-à-dire c'est le vrai nouvel ordre mondial. Alors, le nouvel ordre mondial, ce sont les mots employés devant les caméras du monde entier. Cela a été employé pour la première fois par Ronald Reagan. Donc, c'était pour instaurer un nouvel ordre mondial, évidemment, sous la houlette des États-Unis. Donc ensuite, cela a été repris par d'autres présidents. Je ne vais pas tous les citer, mais les présidents qui nous touchent le plus, ça a été cité par Nicolas Sarkozy, cela a été cité par Dominique Strauss-Kahn, Christine Lagarde et Klaus Schwab. Ah, et Bill Gates, bien sûr, et Bill Gates. Donc voilà, ça c'est de grands personnages connus, c'est pour ça que je le dis. Bien d'autres l'ont utilisé devant les caméras du monde entier, je le répète. Donc le nouvel ordre mondial, c'était l'hégémonie américaine avec l'État profond derrière. Et le nouvel ordre mondial, c'est quoi? C'est le contrôle de la population mondiale via les médias jusqu'à le contrôle évidemment de chaque individu. Donc c'est-à-dire le but du nouvel ordre mondial, c'est de ficher chaque individu sur Terre, absolument tout, d'annihiler toute monnaie physique afin que tout soit numérique. Le fait d'avoir une monnaie purement virtuelle permet de détruire un compte en banque d'un manifestant un peu trop connu ou d'un youtubeur un peu trop connu ou de quelqu'un d'un peu trop connu qui est anti-système. Donc ça leur facilite la vie, ça leur permet de bloquer carrément une personne comme ça. Ils sont en train de le faire, et pour mieux connaître les gens, ils passent par le domaine de la santé. En 2017, Klaus Schwab fait une annonce comme quoi il va y avoir un nouvel ordre mondial et que cela passera par une pandémie. Bien avant lui, Bill Gates l'avait annoncé un an avant lui qu'il y aurait une grande pandémie mondiale et que faudrait s'y préparer, mais que ça va changer nos habitudes. Et bien sûr, on a le fameux livre alors je veux pas dire de bêtises, c'est de 1997 comment il s'appelle, celui qui a adoubé Macron, j'ai un trou de mémoire. Le dictionnaire du 21e siècle. En 97, il a fait un livre, j'ai un trou de mémoire. Qui a des cheveux blancs, là, qui a adoubé Macron, quoi, qui a trouvé Macron et qui l'a présenté à François Hollande. Mince, j'ai un méga Attali. Oui, Gélico, bravo à toi. Merci. Jacques Attali, merci. Là, tu me sors d'un grand mauvais pas. Là. Voilà. Jacques Attali, qui est qu'on appelle en France le faiseur de roi, ou le conseiller de l'ombre de plusieurs Mitterrand. Pour le roi, lui. Voilà, donc lui, c'était le conseiller de François Mitterrand, et après, on le nomme faiseur de roi parce que c'est lui qui a mis le pied à l'étrier à plusieurs présidents, qui les a aidés. Après, on ne sait pas les histoires internes, mais apparemment, ce sera en échange. Je te mets le pied à l'étrier, mais en échange, tu fais avancer l'État profond. Voilà. C'est-à-dire, tu débloques l'immigration à fond, tu fais une surveillance à fond. La totale. Voilà, tu fais tout, la totale. Voilà. Parce que l'État profond, c'est ce qu'il veut. Il veut une immigration maximale afin de diluer les gens,
afin de faire disparaître le patriotisme, l'histoire du pays, les traditions du pays, les mœurs du pays, etc. Et bien sûr de faire une propagande énorme, tout ça pour abêtir les gens et donc de les empêcher de faire des manifestations, parce que comme chacun ne croira plus en son pays, ne sera plus patriote et ne voudra plus défendre son pays tout simplement, hein, parce qu'il dira non, moi je représente pas la France, je représente l'Europe, tu vois, et qui ne veut absolument rien dire, mais c'est clair. Et donc, ça empêche toute souveraineté nationale, ça empêche tout nationalisme, tout patriotisme, et avec l'immigration maximale, cela fait un mélange cosmopolite terrible, un melting pot, qui fait que plus personne ne se reconnaît en qui que ce soit. Et comme il y aura énormément d'étrangers en France, bah, la France sera plus la France. Ce sera une région de l'Union européenne qui s'appelle la France. Mais surtout, il faut enlever tout patriotisme, toute culture, toute histoire, toute mœurs qui fait la France. Et donc, l'ennemi numéro 1 de l'État profond, c'est la liberté d'expression, le patriotisme, la chrétienté. La chrétienté, c'est l'ennemi absolu de l'État profond, puisque la chrétienté véhicule des valeurs séculaires ancestrales, comme la gentillesse, l'héroïsme, le courage, la patrie, justement, aimer l'un et l'autre, etc., le christianisme. Donc, tout ce que déteste absolument l'État profond, parce que l'État profond, c'est le satanisme, hein, tout simplement, c'est destruction des mœurs, donc pousser le transhumanisme, pousser le transgenre, pousser l'homosexualité, afin qu'il n'y ait plus hommes, femmes, mais juste des gens neutres, avec 3, 4 genres, celui qu'on veut. Évidemment, bébé éprouvette à fond, la GPA à fond, la PMA à fond. Il faut absolument déshumaniser tout ça. Il faut qu'il n'y ait plus de peuple sous une bannière commune. Comme ça, s'il n'y a plus de peuple sous une bannière commune, sous une souveraineté unique, eh bien, c'est des gens, c'est des individus. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de notion de groupe. Ouais. C'est des individus et l'individu devient plus important que le groupe. L'individu devient plus important que la nation. Voilà. Et donc, l'individu devient plus important que la communauté. C'est ça que le nouvel ordre mondial veut, afin d'avoir un contrôle parfait sur le peuple. Entre autres choses, parce qu'il y a le contrôle des individus, ouais, contrôle des médias, hypnotisme avec des informations complètement stupides et débiles, l'abêtissement des gens via un système scolaire qui devient de plus en plus bas, afin d'abêtir le plus possible les gens dès le berceau. Donc, les téléréalités, les programmes télé de plus en plus stupides, le manque de respect des anciens, le manque de respect de la parole, la destruction de la langue française, tout ça participe donc à un anglicisme de plus en plus grand, afin que l'anglais soit l'unique langue internationale. Tout ça pour mieux contrôler les gens, puisque la langue est un élément très important de destruction pour l'État profond, et donc le nouvel ordre mondial, car la langue représente la culture, ça représente un pays. C'est ce qui fait qu'on se reconnaît entre nous, entre Français. La langue est un lien puissant avec la culture commune, les mœurs communes, l'histoire commune. Tout ça, il faut détruire, parce que ce sont des liens puissants qui font que ça génère une communauté. Donc, tout ça, il faut le détruire. Pour l'État profond, il faut qu'il n'y ait que des individus neutres qui travaillent, qui mangent, qui dorment et qui consomment. Voilà. Et qui soient bêtes, le plus bêtes possible, afin qu'ils ne puissent pas questionner la propagande d'État. Et comme ils ne sont plus capables de questionner la propagande d'État, parce que trop ignorants et trop bêtes, eh bien, ça fait des moutons parfaits. Et voilà le but du nouvel ordre mondial depuis environ 70 ans. Mais alors, ça, je ne vous dirai pas l'origine de l'origine, ouais, non, parce que là, ta chaîne va sauter tout de suite. Oui, ben non. Et moi, je vais avoir des problèmes.
Donc, je ne peux pas le dire, mais ceux qui regardent mes anciennes vidéos, mes plus anciennes sur Odyssée, auront la réponse. Mais, qui a fait ça? Comment? Le pourquoi du comment? L'origine de l'origine? J'ai tout détaillé. Je connais tout ça déjà, puisque ça fait plus de 20 ans que j'étudie ça. Donc ça, c'est le nouvel ordre mondial tel qu'il était connu avant la guerre en Ukraine. Maintenant, il y a le nouvel ordre mondial moderne qui n'est plus ouais. le même. Mais tu vois, si quelque part, ça fait flipper. Mais quelque part, quand tu regardes un petit peu leur déroulement et autres, on le voit sur certains domaines, ils sont complètement à la ramasse et ils se cassent complètement la gueule. Tu vois, Ah bah oui. il y a pas mal de choses. Combien de fois, regarde la preuve, combien de fois Tali, il a fait des retournements de veste lui aussi. Tu vois. Oui, donc, il y a des petits signes. C'est vrai, c'est peut-être, comment dire. Mais c'est des détails. C'est pas. C'est peut-être des détails, mais c'est des détails quand même, si tu réfléchis bien, parce qu'ils veulent qu'on soit des moutons, quand tu réfléchis bien, c'est des détails qui ont quand même son importance si tu vois bien les choses. Et oui, mais faut être vraiment un observateur. Moi, je l'ai noté comme toi, tu l'as noté, parce que toi, tu es un observateur aussi, un fin connaisseur. Mais à ceux qui ne sont pas comme moi, tout le temps la tête dans les informations, à lire des journaux ou à regarder des vidéos sur Internet, c'est les gens, 99,9% des gens ne captent pas cela. Donc, c'est sûr que par exemple, la plus grande transgression d'Attali, c'est une fois qu'il a adoubé Emmanuel Macron, qu'il l'a présenté à François Hollande et qui lui a dit prends Emmanuel Macron, tu verras, ça va être quelqu'un de bien parce que je sens un énorme potentiel dans ce petit jeune-là. François Hollande, l'abruti de première, bah évidemment, bah oui, Attali, c'est un dieu pour François Hollande, vu que lui, il est tellement stupide. Attali, c'est quelqu'un de très intelligent, très cultivé. Bon, Attali, c'est le mal. Hein. C'est le mal personnifié. Mais bon, mais il est très intelligent et très cultivé. Voilà, c'est un des piliers de l'État profond, Attali. Hein. Avec Klaus Schwab, Bill Gates, George Soros, la famille Clinton, la famille Bush, Tony Blair, j'en passe et d'autres, ils font partie des piliers avec Kissinger, Henry Kissinger, bien évidemment, qui est un des premiers, lui, c'est le tout premier des piliers de l'État profond, lui, Henry Kissinger. Mais bon, bref, ouais. T'inquiète. Bref, en tous les cas, ce que je veux te dire, c'est que Jacques Attali, à un moment donné, bon, Macron, il a fait n'importe quoi, bien évidemment, et Jacques Attali, lui, il est tellement puissant. Il est tellement puissant dans le nouvel ordre mondial que lui, ça ne le gêne pas de dire aux journalistes. Lui, il a dit aux journalistes, comme ça, à la télévision, il a dit ouais, Emmanuel Macron, il est irresponsable, il a fait n'importe quoi, il s'y est très mal pris. Voilà. Bon. Et Alain Minc, qui est aussi un des parrains, un des grands parrains d'Emmanuel Macron, Alain Minc, eh bien, Alain Minc a dit tout de suite. Alors lui, il a été encore plus franc, de manière à... Mais c'est extraordinaire. Alain Minc qui dit à la télévision, bah Emmanuel Macron, nous, on l'a pris il était de chez Rothschild, on l'a pris de chez Rothschild parce qu'on a vu un énorme potentiel. Et l'autre, le journaliste, il dit, bah pourquoi? Bah, il dit, bah écoutez, il est très intelligent, il arrive à mentir de manière totalement naturelle et très intelligente. Il arrive à charmer les gens. Il arrive à les retourner comme il veut. Il a une très grande éloquence. Donc, il est le parfait banquier. Et il rajoute, bah écoutez, c'est la pute parfaite. Et il dit ça à la télé. Il a été un parfait banquier parce qu'il est une pute parfaite. Incroyable. Incroyable. Et ça, c'est sur YouTube. Hein. Alain Minc. Hein. M-I-N-C. Un truc de dingue.
Voilà. Mais ça, ces gens-là, Attali et Alain qui sont tellement. Moi, moi, ça se voit pas, mais je suis assez vieux. Hein. Donc, ouais, c'est parce que je suis presque chauve, alors ça se voit pas trop. Mais en fait, je suis assez vieux. Et Alain Minc et Attali, je les suis depuis plus de 30 ans, en fait. Et j'ai vu leur trajectoire, j'ai vu tout ce qu'ils ont fait. Moi, j'ai des dossiers de dingue hein, sur eux. Bref, comme George Soros et Bill Gates, la famille Clinton, Bush, Tony Blair, Obama, bien sûr. Bref, tout ça, ils font partie du club. Et ce club-là est maintenant chapeauté par Klaus Schwab. C'est lui le grand Manitou. C'est une secte. Hein. C'est une secte. Et quand je dis c'est une secte, je dis pas c'est une secte comme ça. C'est une secte. Non, non. C'est une secte. Eux, ils font partie d'une secte, d'une vraie secte, telle que les sectes qu'on a connues dans le temps. Quoi. C'est une secte avec les robes, des robes de présentation. Ils ont les mêmes codes à peu près que la franc-maçonnerie. Hein. Donc voilà. Et la franc-maçonnerie est bien réelle. Hein. Ils s'en cachent pas. Voilà. Valéry Non, mais de toute façon, la franc-maçonnerie, j'ai eu un ancien franc-mac que j'ai interviewé, et là, je le reçois encore à la fin du mois. Il était franc-maçon, donc il le dit. Hein. Bah oui. Bah, moi, j'ai un livre d'un maître franc-maçon qui a été publié. J'ai oublié son nom, il s'appelle Stéphane, je sais plus comment, là. Et bon, il a fait un livre sur la franc-maçonnerie, la vraie origine de la franc-maçonnerie. Et j'ai oublié son nom, mince, c'est dommage. Et donc, il a fait un livre, j'ai lu son livre, bien entendu. Il était pianiste et aussi, et il a été tué. Voilà. Mais il a eu le temps de publier son livre, malgré que j'ai acheté, bien sûr. Et donc, lui, il dévoile tout de la franc-maçonnerie, mais on en savait déjà sur CNews avec Éric Zemmour et Alain Bauer. Alain Bauer étant le grand maître de la franc-maçonnerie français. Il l'a dit à la télé quand il a eu l'interview avec Zemmour. Donc, voilà, donc il n'y a pas de secret. Alain Bauer, il disait moi, je passais le programme de la France, c'est-à-dire de comment devait tourner la France à François Mitterrand. Je tendais le programme à François Mitterrand et Mitterrand suivait. Voilà. Et il dit ça à la caméra avec Éric Zemmour en face de lui. Et Éric Zemmour, il lui répond oui, je sais. Voilà. Donc il n'y a pas de. La franc-maçonnerie a toujours dirigé la France depuis. Quoi, la France? L'Europe. Mais ça a commencé en France, ensuite en Angleterre, et ensuite en Irlande, et ensuite aux Pays-Bas, et etc., etc. Donc voilà. Oui. Donc ça n'a pas de. Voilà. De toute façon, là, en plus, on va parler maintenant, il y a un autre contrepoids, c'est l'autre ordre mondial. Ah oui, alors oui, j'allais dire le nouvel ordre mondial. Voilà. Alors c'est celui-là qui nous intéresse présentement. C'est celui-là, ouais. Parce que l'autre, faudrait faire plusieurs émissions. Hein. Il y a trop à dire. Mais bon, là, c'est on va parler la nouvelle géopolitique. La nouvelle, ouais. Celle-ci, elle est mieux parce que l'autre, elle est un peu triste et on n'a pas envie de baisser nos vibrations. Là, tu vas les perdre complètement, tes vibrations. Voilà, c'est pour ça. Bon, bref, on va revenir à la géopolitique. Donc, le nouvel ordre mondial, eh bien, ça a commencé avec la création des BRICS et de l'OCS, donc l'Organisation de coopération de Shanghai. Alors, il y a peu de gens qui connaissent l'OCS exactement. Mais ça a commencé avec les BRICS, ensuite donc l'OCS. Et donc ça, pourquoi les BRICS? Donc les BRICS, parce que c'est l'origine du commencement du nouvel ordre mondial moderne, on va dire gentil, c'est-à-dire les BRICS, l'origine de l'origine, c'est comment être indépendant des États-Unis et comment combattre les États-Unis, mais en passant par la bande.
de manière indirecte. Parce que quand les BRICS ont été créés et l'OCS, les BRICS, tous ceux qui faisaient partie des BRICS ou de l'OCS, étaient très faibles. Les États-Unis étaient très forts. Et donc, il était impossible de battre les États-Unis en quoi que ce soit, dans peu importe le domaine économique, financier, bancaire. Voilà, ça allait pas du tout. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, eux, ils faisaient ce sorte de pouvoir doux, ce sorte de contre-pouvoir doux qui permettait de combattre les États-Unis, mais en lançant des petits cailloux à la tête des États-Unis. Et dis-moi, j'ai une anecdote. Ouais. Tu vas peut-être me confirmer. Dans les années 90, même 2000, moi, je regardais à l'époque encore, je regardais encore à cette époque les médias style BFM et autres. Et je me rappelle quand les BRICS, ils avaient commencé bien un petit peu avant. Rappelle-toi, tu sais ceux qui régulent la monnaie, comment ça s'appelle cette grande… la monnaie qui régule les taux. Non. La Banque centrale mondiale, la Banque centrale européenne. Le taux de change, tu sais comment… Ouais, la Banque centrale européenne. Ouais. Non, ouais. C'est pas pour l'Europe, mais il y a la Banque mondiale. Hein. Ouais. Et moi, je me rappelle à cette époque que constamment les États-Unis, ils n'arrêtaient pas d'attaquer en disant à la Chine, baissez vos taux directeurs, baissez vos taux directeurs. Et à un moment donné, je crois que ça a été un déclencheur pour justement, quand ils ont commencé à lancer le fameux BRICS avec la Chine et la Russie qui était… Et tout le temps, ils n'arrêtaient pas. Ils n'arrêtaient pas et je voyais ça à la chaîne. Toi, tu vois, tu t'y es pris plus tôt que moi. Je ne connaissais pas ce fait. Parce que tu sais, quand les Chinois, comme tu l'as bien dit, dans les années 2000, c'est pas si loin que ça, hein, les États-Unis étaient vraiment forts dans tous les domaines. Hein. Ah oui, oui. Donc, les Chinois, quand ils voulaient acheter quelque chose, ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés d'acheter en dollars. Sauf que le taux de change, ils demandaient constamment que les Chinois baissent le taux d'échange. Ah ouais. Et je crois qu'à cette époque, avec la Russie, et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et ils ont dit, tiens, on va faire quelque chose d'autre. Et c'est là que c'est le grand déclenchement. Ouais, c'est intéressant, je ne le savais pas. Donc, très bonne information, je ne connaissais pas. Parce qu'il y a toujours un début. Hein. Il y a toujours un début, tu as bien raison. Alors, donc, ce que tu as dit, je ne le connaissais pas, mais ce n'est qu'une facette. Hein. Ce n'est pas la seule raison de la création. La création des BRICS, c'est parce que, la Russie est devenue quasiment un pays du tiers-monde. La Chine était très, très, très loin d'être aussi puissante qu'elle ne l'est maintenant. C'est ça. Elle était en train de se construire. La Chine se faisait toute petite. Elle était extrêmement discrète sur la scène internationale. Elle se mêlait de rien. Elle faisait son petit bonhomme et ça lui a très bien réussi, d'ailleurs. Et donc, ce qui a été, pour en revenir quand même, parce qu'il faut qu'on avance, donc l'élément déclencheur, c'était la détestation mutuelle avec la Russie et la Chine des États-Unis, de leur hégémonie à tous les niveaux, alors même culturel, hein, au niveau du cinéma, là des séries, etc., économie, publicité, bref, leur hégémonie qui change la culture mondiale, et l'anglicisme qui change aussi la culture mondiale. Et ce qui a paniqué les Chinois et les Russes et les Indiens, c'est dans les années tout début 2000, quand le Japon s'est effondré de manière sociétale. Alors, il y a eu, je vais te dire un truc qui est très intéressant. Il y a eu un rapport au Japon qui a été fait par un très très grand sociologue de l'université de Tokyo, qui là-bas est extrêmement reconnu
Bon, évidemment, je te parle de ça, c'était il y a une vingtaine d'années, je me souviens plus de son nom, tu te doutes bien. Mais bref, il y a eu un rapport qui a fait très très grand bruit au Japon parce qu'il expliquait, du fait de l'influence américaine, pourquoi le Japon s'effondrait au niveau sociétal. C'est-à-dire que il y a eu le mouvement punk à Tokyo, il y a eu la dégradation du respect des anciens au Japon, jusqu'à atteindre un point un petit peu inquiétant. Bon, c'était dans les limites de Tokyo, mais Tokyo, c'est une ville qui hein, ça représente, je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais 80% de la population du Japon, un truc comme ça peut-être. Bref, donc il y a une destruction sociétale du Japon avec, la fin de l'emploi à vie, l'économie qui commençait un peu à baisser, même à beaucoup baisser, puisque les heures de gloire du Japon, c'était les années milieu 80 et 90 à peu près. Et vers la fin 90, ça a commencé à s'écrouler un petit peu, et ça s'est écroulé vraiment à partir de 2008, lors de la crise des subprimes. Là, c'est un coup de grâce pour le Japon, à tous les niveaux. Et au niveau économique, ça a été absolument terrible pour le Japon. Et donc au niveau sociétal. Et il y a eu un événement qui s'est passé au Japon, c'est qu'en fait, le Japon s'écroulait tellement au niveau sociétal, hein, fainéantisme qui commençait à arriver, l'alcoolisme devenait rampant, bref, les écoles, plus de respect, c'était le bordel dans les écoles. Bon, évidemment, encore une fois, ça c'était surtout à Tokyo, hein. Quand on s'éloignait dans les campagnes, le problème était moindre, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu ce film qui est sorti au Japon qui s'appelait Battle Royale. Et quand il y a eu ce film qui a été un immense succès planétaire, ce film japonais, Battle Royale, en anglais dans le titre, hein, c'est-à-dire ça s'appelle Battle Royale aussi en japonais au Japon. Donc, eh bien, quand il y a eu ce film, est-ce que tu le connais, Gélico? Ça me dit le nom, ça me dit quelque si chose. Si tu ne vois pas de quoi je te parle, bon, ok, j'explique vite fait le film. Vas-y, vas-y. Donc, en gros, le film, c'est quoi? Qui a été révolutionnaire à l'époque, hein, quand il est sorti en salle. Le film, c'est quoi? C'est qu'en fait, le Japon s'écroule au niveau sociétal. Toutes les écoles au Japon, en gros, c'est le Bronx des années 70. En gros, c'est le bordel, des incendies, les élèves en ont rien à foutre, le prof se fait insulter, tabasser, bref, voilà, bon, bref, c'est la délinquance, le chaos, la délinquance pure, justement à cause de cet effondrement sociétal. Et qu'est-ce que Battle Royale, c'est quoi? C'est le gouvernement qui kidnappe des élèves, les envoie sur une île, et en gros, il ne doit en rester qu'un. Donc, il donne des armes à tout le monde, mais il n'y en a qu'un seul qui va survivre. Et celui-là, bah, lui, peut retourner au continent et vivre. Voilà. Tout ça pour faire un exemple et pour montrer que, bon, bah, vous voulez la loi de la jungle, et bah, le gouvernement va vous donner la loi de la jungle. Et comme ça va vous mettre un peu de plomb dans la cervelle. Donc, ça servait d'exemple. Voilà, donc ça, c'était Battle Royale. Et l'original, tout du moins. Et donc, bref, quand ils ont vu ça, eh bien, ça les a mis en panique. Alors, c'est pour ça que je te dis, c'est multifactoriel, ce genre de choses. Mais moi, j'ai lu des rapports à l'époque là-dessus, pour aller à la Russie et la Chine. En fait, ils avaient une peur absolument énorme que cette décadence sociétale qu'apporte l'Occident partout arrive dans leur pays et donc détruisent leur pays de l'intérieur, comme ce fut le cas au Japon. Voilà. Et comme ce fut le cas en Corée du Sud aussi. Bref, à chaque fois que les Américains ont été quelque part, ils apportent la décadence, la perversion et le chaos de l'intérieur. Comme ça, ils détruisent le pays de l'intérieur et ils n'ont plus qu'à ramasser les fruits.
C'est ce qu'ils font depuis les années 1950, c'est ce qu'ils font partout. Ils ont commencé avec l'Iran en 1953, et puis ensuite, ils ont fait ça partout. C'est pour ça que les États-Unis ont créé plein d'ONG, plein de grandes ONG, donc Amnesty International, Human Man Right, Human Man Watch, bon bref, des dizaines d'ONG qui contrôlent en fait le pays en créant des manifestants. Je vais donner une info. Opposition gouvernementale. Je vais te donner une info. Ouais. Tu sais, dans les années 90, quand les Américains ils ont bombardé la Serbie, ouais. Quand tu regardes dans tous les autres pays, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé l'armée. Ouais. En Serbie, ils ne l'ont pas fait. Ils n'avaient pas besoin. Non, mais tu sais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Vas-y. Je vais t'expliquer. J'ai eu des infos et c'est des vraies infos. Et moi, je le savais déjà. Ouais. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont eu peur, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que l'armée, même les hommes serbes, c'est des vrais guerriers, c'est pas des femmelettes. Tu vois, ils l'ont vu pendant la Première et la Deuxième Guerre. Ils savent contre qui. Et c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait. Ils ont fait que des bombardements. Mais je sais, Gélico, tu sais, je vais te faire marrer, hein. Mais je te signale que c'est ce que j'ai dit dans ma première vidéo avec toi sur la Serbie. Hein. Je sais, mais il fallait que je le dise parce qu'ils le font pas avec tout le monde. Hein. Je le sais. Alors, tu veux, je vais même te donner le fin fond de l'histoire parce que moi, j'avais eu accès aux rapports américains qui, certains avaient été un peu déclassifiés par la CIA. Parce que quand tu vas sur le site de la CIA, il y a tous leurs documents un peu déclassifiés. Au bout d'un moment, il y a une petite prescription suivant le niveau de secret des documents. Et donc, en gros, l'armée américaine ne voulait pas envoyer directement des soldats en Serbie du fait de ce que tu as dit, c'est-à-dire ils savaient que les Serbes, à cette époque-là tout du moins, étaient individuellement farouches et avaient des compétences militaires. Mais il y a un autre facteur qui est peut-être même encore plus important, c'est que la Serbie, à cette époque-là, années 90, c'est une Serbie qui est profondément patriotique. C'est une Serbie qui est en lien complet avec la Russie. C'est une Serbie qui est très christianisée, qui est croyante donc, et qui a des liens communautaires très forts. Les Serbes ont des liens communautaires très forts, ils ont des liens presque claniques. Donc c'est très très fort. Et donc ils n'auraient pas pu faire comme les autres pays où ils envoient des ONG pour semer la zizanie, créer des opposants au gouvernement, à Slobodan Milosevic. Donc ça aurait été trop long, ça aurait été trop coûteux. Donc, ils ont dit non, on va y aller carrément. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, on va faire la solution simple. Hein. On va bombarder le pays donc avec nos avions. Donc, ils bombardent. Et ensuite, ils n'ont plus qu'à amener les soldats, les casques bleus, entre guillemets. Hein. Je dis bien entre guillemets. Hein. Ouais. Les casques bleus, soi-disant casques bleus, c'est l'OTAN, quoi. Il faut dire, appelons un chat, voilà. Et donc, il fallait absolument morceler la Serbie. Et donc, après, ils ont mis tout l'arsenal juridique de l'Union européenne et de la Cour internationale pénale afin de pouvoir juger Slobodan Milosevic et de créer de but en blanc, en ingérence totale, dans l'illégalité la plus totale, ils ont créé le Kosovo. Donc, qui est totalement illégal et d'ailleurs pas reconnu par beaucoup de pays, hein, d'ailleurs, toujours pas. Mais revenons à nos moutons quand même. On revient à nos moutons, ouais. Voilà. Donc pour te dire que les BRICS, c'est pas qu'au niveau financier, ils n'avaient pas que peur au niveau financier, ils n'avaient pas que peur au niveau de l'hégémonie mondiale américaine, puisque le dollar est tout puissant en tant que monnaie internationale. Et à cette époque-là, donc en 2000,
les pays du Moyen-Orient étaient complètement à la botte des États-Unis. Et bon, bref, je ne vais pas refaire un peu toute l'histoire parce que tout le monde connaît au moins tout ça. Passons au croustillant. Qu'est-ce qui s'est passé 2014, coup d'État américain en Ukraine, changement de président, Yanukovych, on change, un peu trop pro-russe, on met Porochenko à la place. Après Porochenko, Zelensky. Et donc, voilà, invasion de la Russie en Ukraine pour les raisons qu'on connaît. Et là, il y a eu un moment charnière de l'histoire. C'est parce que les États-Unis pensaient qu'ils allaient tuer, mais complètement détruire la Russie uniquement avec les sanctions. Et là, à leur plus grande surprise, effet boomerang ou effet je marche sur un râteau et je le prends dans la gueule, c'est bref, on fait c'est l'arroseur arrosé, on fait des sanctions, les sanctions renforcent le pays cible et détruisent l'émetteur des sanctions. Donc, en gros, c'est des sanctions qui détruisent l'Union européenne, détruisent les États-Unis et ne fait que renforcer la Russie. Et de manière indirecte, par la bande, il faut renforcer tous les pays ennemis des États-Unis, comme l'Afrique, l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, le Brésil, le Mexique, etc. Je ne vais pas tous les citer. Ouais. Mais tu sais que ce que tu dis là, ils l'avaient déjà préparé, ils avaient leur plan depuis 2020, hein, les Chinois et les Russes. Non, alors là, il ne faut pas exagérer, Gélico. Tu ne peux pas prévoir ce genre de choses. Disons que Poutine. Non, mais ce que je veux dire, quand j'ai dit préparer, ils avaient déjà commencé parce qu'ils ont dû sentir qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Ils ont commencé depuis cette. Bah oui. Si c'est commencé le BRICS en 2000, forcément, ils ont dû commencer quelque chose. Alors, en fait, moi, d'après tout ce que j'ai lu, les rapports, bon, évidemment, tout le monde ne suit pas toutes mes vidéos depuis un an. Mais comme je le dis dans mes vidéos, depuis un an, en fait, je pense pas. Et Xavier Moreau, il est du même avis que moi hein, là-dessus. Hein. Sur le sujet que tu dis, il est exactement du même avis que moi. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'en janvier 2022, Vladimir Poutine a acheté toujours des obligations d'État américains. Hein. Ils en avaient encore acheté pour 20 milliards de dollars. Hein. Donc, en fait, la Russie... alors, c'est pour ça que Vladimir Poutine lui-même disait qu'il a été très naïf, hein, et puis moi aussi, je le pense. Hein. Lui, il continuait, plus ou moins d'y croire, d'essayer tout du moins de faire la paix. Il y avait les accords de Minsk et tout. Il a toujours essayé de faire la paix avec eux. Hein. C'est ça, exactement. Et puis, en fait, comme il a vu qu'il se faisait rouler dans la farine, eh bien, bon, là, il s'est posé de graves questions. Et puis, quand le FSB est tombé sur les documents secrets du gouvernement ukrainien qui envisageait entre le 22 et 26 mars 2022 d'envahir tout le Donbass et la Crimée, là, il a agi parce qu'évidemment, en plus, il y a eu des faits qui corroboraient grâce à l'OCSE ou l'OS. Alors, moi, je ne sais jamais comment c'est l'OSCE ou l'OCSE. L'OSCE. Ok, l'OSCE. L'OSCE avait dit que les attaques d'artillerie et de bombardement sur le Donbass, c'est-à-dire vers le 15 à peu près, ça a commencé vers le 15 février à peu près 2022, les tirs d'artillerie et de bombardement vers le 15 février à peu près, à la louche, hein, avaient été multipliés par 6, 7, 8, des fois par 11 par rapport aux tirs d'artillerie pendant les 6 dernières années. Donc, sur le Donbass. Parce que ne faut pas oublier que le gouvernement kievien bombarde le Donbass, donc à l'époque, depuis 7 ans, bombardé depuis 7 ans le Donbass. Mais dans les dernières semaines avant l'opération militaire spéciale russe,
les bombardements et les tirs d'artillerie avaient été multipliés par 6, 7, 8, 11, voire par 11 certains jours. Et donc, ça confirmait les documents récupérés par le FSB. Donc, c'est là que Poutine s'est dit, et là, il a dit non, là on va arrêter les conneries, là, j'interviens et c'est fini. Est-ce que tu as cette info, je crois que c'est de cette semaine ou de la semaine dernière, tu sais, ils ont bloqué, l'Union européenne a bloqué des avoirs russes pour les sanctions. Oui, mais ça fait longtemps. Ouais, mais le coup Oui. de bloquer les avoirs russes, ça fait longtemps. Mais tu sais quoi? Ouais. Je ne sais pas si c'est une blague, mais je vais te la dire quand même. Je ne sais pas si c'est une blague. Hein. Vas-y. Figure-toi qu'ils n'arrivent pas à retrouver la trace, ils ne savent pas où est cet argent. Bah, s'ils ont bloqué les Européens, avoirs, non, ils ont soi-disant bloqué les avoirs russes. Et le problème, ils se sont rendus compte, avec leurs différents services, ils ne savent pas où il est l'argent, ils ne savent pas. Ah bon? Ouais. C'est fou quand même. Hein. Bah moi, d'après ce que j'avais compris, je crois qu'ils ont bloqué, alors je ne veux pas dire de bêtises, alors là je crois, hein, j'en suis vraiment pas sûr, je crois qu'ils ont bloqué 300 milliards de dollars, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, hein. C'est ça que j'ai entendu. Ouais, et puis tu as un moment, le secrétaire d'État américain, l'année dernière, il avait dit on envisage, on se tâte, on va peut-être prendre les 300 milliards pour aider l'Ukraine. Tu vois, ça a été dit officiellement devant les caméras. Oui, ça a encore été, ça a été redit encore il n'y a même pas une semaine ou 15 jours. Il l'a encore redit. Mais t'oublies ça. Ça n'arrivera jamais. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, ils ont bloqué de l'argent. Ils ne savent même pas. Si tu veux, les États-Unis ont une institution exprès pour gérer les avoirs étrangers. J'ai plus le nom en tête, hein, mais ils ont un département spécial qui existe depuis des décennies, qui est là justement pour gérer les avoirs étrangers. Par contre, ils peuvent geler des avoirs étrangers, mais ils n'ont aucun droit de prendre cet argent. Ils ne peuvent que le geler. Tu vois? Et encore, normalement, ils peuvent que le geler qu'un certain temps, pas indéfiniment. Donc sinon, ils sont hors la loi. C'est hors les lois internationales économiques. Donc, ils ne respectent rien, donc ils ne vont pas se faire chier. Hein? Je disais qu'ils ne respectent rien, tu crois qu'ils vont aller se faire chier? Ah non, il reste non. Bombarder un pays étranger comme ça, sans crier gare, bon, tant que c'est normal. Tant que c'est un petit pays, attention, tant que c'est un petit pays, ça, on s'en fout. Tu vois, les Israéliens qui bombardent la Palestine, qui tuent des Palestiniens tous les jours, qu'envahissent le plateau du Golan en Syrie depuis 1983, c'est totalement illégal. Il y a eu des résolutions de l'ONU contre eux. Tout ça, bon, ça passe grâce aux médias. Voilà, les Yémen, catastrophe humanitaire, Irak, tout ça, ça passe. Tu peux, il n'y a pas de souci. Par contre, si tu commences à dire, moi, les avoirs qu'il y a aux États-Unis, je me réserve le droit de les voler. Voilà. Là, c'est terminé, il n'y a plus d'États-Unis. Hein. Parce que ça veut dire que tous les États vont retirer leur argent des banques américaines et les États-Unis s'effondrent en 24 heures. Il n'y a plus d'États-Unis. Hein. Ce sera l'équivalent du Togo, hein, les États-Unis. Hein. Donc, c'est terminé. Donc, de toute manière, Mohamed Ben Salman, à un moment, il y a fait allusion avec une journaliste d'Al Jazeera. Il y avait fait allusion. Il avait dit bon, nous, on veut dédollariser parce que, bon, on ne sait jamais, nous, on veut protéger la souveraineté de notre argent. Alors, il faut lire entre les lignes, hein, bien sûr. Hein. Mais tu m'as compris. Ouais. Tu m'as compris. Parce que si les États-Unis font ça, ça fait un précédent titanesque. Jamais ils feront ça. Parce que ça voudrait dire que tous les... voilà, que ça leur chanterait des avoirs dans leur pays. Ah, on va prendre l'argent maintenant. Voilà. Ah, c'est illégal, mais on le fait quand même. Parce qu'on est les États-Unis.
Non, ça, Ouais. ça passe pas. Il y a des limites à tout, hein. Dès que tu parles aux banques, comme ce sont les banques qui font tourner le monde, et pas les États-Unis, c'est pas les États-Unis qui font tourner le monde, hein. Le haut de la pyramide, ce sont les banques, hein. Faut pas l'oublier. Et même, je pourrais même vous dévoiler quelle banque. Mais Non, je le ferai pas. Ah non, mais je le ferai pas. Je le ferai pas. ouais, Ah, donc mais on moi, revient j'ai des sur. limites, hein. Je sais. Donc, dis-moi comment tu vois les choses par rapport à ces deux fronts, Est et Ouest, en rapport avec le nouvel ordre mondial. Il y en a un qui Eh commence tout ben, doucement à s'effriter et tu en as un autre qui commence à grimper. bah, je t'avoue, je vais faire une analogie un peu osée. Mais pour moi, ça fait comme le film Matrix. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, tu vois, quand Matrix est sorti, tout le monde s'est dit, ah, génial et tout, génial. Bon, après, le 2 et le 3, bon, après, on s'en lasse et voilà. Et ben, le nouvel ordre mondial, l'après-guerre en Ukraine, c'est un peu la même chose. Quand je faisais des vidéos où j'annonçais le nouvel ordre mondial comme quoi je prédisais que l'Union européenne et les États-Unis allaient s'effondrer parce que pour des raisons économiques, pour des raisons sociétales, pour des raisons militaires, par le fait que les sanctions déjà ne marchaient pas quand les toutes premières sont sorties, hein. Où je disais que ça n'allait pas marcher pour X raisons. Alors j'ai les preuves, puisque je publiais des vidéos tous les jours ou tous les 2 jours. Donc allez sur ma chaîne Odyssée et vous verrez, j'ai les preuves. Donc voilà, donc déjà je le disais. Donc bon, ouais, mais bon, analyse du monde, hein, t'es un peu complotiste, hein, ouais, toi, les États-Unis qui s'effondrent, l'Union européenne qui s'effondre, mais tu dis n'importe quoi. Les États-Unis sont trop puissants, l'Union européenne, c'est 450 millions de gens, de consommateurs. La Chine a trop besoin des États-Unis, de l'Union européenne. La Russie a trop besoin d'Union européenne. Sans le gaz, ils pourront rien faire. Tu verras, hein, Bruno Le Maire, il l'a dit, hein, dans quelques mois, t'inquiète pas. Là, faut juste attendre. Faut pas, on peut pas voir les effets immédiats, mais t'inquiète pas. Moi, on m'a pris pour un débile, hein. On m'a dit, ouais, de toute façon, analyse du monde, tu dis n'importe quoi, comme d'habitude. Voilà, toi, t'es oiseau de mauvais augure, complotiste. Voilà, t'es pro-russe, t'es pro ce que tu veux. Bon, bref, t'es un débile, voilà, ou un fou, ce qu'on voudra. Et puis bon, voilà. Et donc après, il est sorti Matrix 2, et là aujourd'hui, Matrix 3. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, ça fait un peu comme le Covid qui sort du laboratoire de Wuhan. Alors au début, c'est ah, complotiste, mais t'es fou, mais t'es complètement fou. Comment tu peux sortir des débilités pareilles? Et maintenant, c'est ah bah oui, évidemment, bien sûr que ça sort du laboratoire de Wuhan. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. Et c'est comme la guerre en Irak. La guerre en Irak, pendant 12 ans, on nous a dit ouais, c'est Saddam Hussein, arme de destruction massive, l'affaire des bébés couveuses, les soldats les jettent. C'est pour ça que les États-Unis sont Attends encore. 2 petites minutes, s'il te plaît. Attends, Je ouais. précise à toutes les personnes qui nous suivent, vous voulez retrouver tous ces liens de ces chaînes merde, Analyse du Monde. Vous aurez tout en descriptif en dessous de la vidéo. Vous allez avoir sa chaîne YouTube, sa nouvelle chaîne YouTube. Vous allez avoir sa chaîne Odyssée et vous allez avoir aussi sa chaîne VK. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout en lien, en descriptif sous la vidéo. Parce qu'on me demande, donc je le redis. Pour ce genre de choses, Gélico, tu peux toujours m'arrêter à n'importe quel moment. Bien évidemment, là, je ne peux voilà, que m'agenouiller et j'attends patiemment. Ouais, non, quand même pas. Non, mais je plaisante. Bon, bref, Je sais. Oui. je te disais, donc, oui, donc après les bébés couveuses, voilà, l'annonce de la fille de l'ambassadeur du Koweït
à l'ONU qui disait oh, avec les yeux en pleurs, ah oui, j'ai vu les bébés, oh là là, c'était presque les soldats mangent les bébés, quoi, comme du temps de la Première Guerre mondiale avec les soldats allemands. C'était un peu ça. Et ça a marché à l'époque. Mais après, maintenant, on dit maintenant, c'est un savoir universel. Oh, les armes de destruction massive en Irak. Mais qui y croit encore? Mais bien entendu que ça n'existait pas. Mais pendant 15 ans, ah bah si tu disais l'inverse, bon, t'allais peut-être pas en prison, hein, mais t'étais extrêmement mal vu, tu pouvais perdre ton emploi. Voilà, fallait surtout pas le crier sur les toits, hein. T'étais ostracisé. Évidemment, dans les médias, c'était impossible de dire cela, parce que sinon, c'était fini. C'était fini de toi. Fini. Donc, voilà. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, quoi. C'était balbutiant, Internet. Donc, voilà. Donc, et ben, là, le nouvel ordre mondial, le fait que les États-Unis, l'Union européenne s'effondrent, c'est Matrix 2 et Matrix 3. C'est-à-dire, ah ouais, effectivement, ah bah ouais, les BRICS et l'OCS, ah ouais, là, il y a beaucoup de pays quand même qui s'allient contre les États-Unis. Ah ouais, crise énergétique, les Nord-Coréens, c'est les Américains. Ah ouais, quand même, hein, ah ouais, c'est emmerdant, etc. Non, mais tu as vu, tu n'as pas remarqué, mais quand tu leur précises que tu leur as dit, ils s'excusent pas, ils font comme si, tu sais, ils savaient mieux que toi. Ils disent, ouais, ah bah oui, mais je te l'avais dit. Hein. Ouais, ils te prennent quand même pour un gogol. Non, ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est quand tu dis ça, et alors, quand tu dis ça, c'est pas que moi je le dis, mais quand tu regardes les médias depuis 20 ans, quand tu leur redis une vérité, le bombardement des États-Unis illégal sur Belgrade, exemple, ah bah oui, c'est horrible, ah ouais, c'est horrible, ah ouais, c'est horrible. Ah, l'Irak, ah oui, c'est horrible, ah, mais on sait maintenant. Et là, maintenant, l'effondrement de la Russie avec les sanctions, ah bah oui, c'est mécanique. N'importe quel économiste dira qu'avec nos sanctions, la Russie va être détruite. Mais c'est évident, tous les économistes le disent. Et maintenant, quand tu dis, bah voilà, ça fait des mois que je vous dis que les sanctions feraient rien parce que la Russie s'y était préparée depuis 2014. Ouais. Parce que la Russie se prépare, la Russie subit des sanctions depuis fin 2014, début 2015. La Russie est sous sanctions depuis fin 2014, début 2015. Et elle n'a pas arrêté de se durcir contre les sanctions. C'est-à-dire, depuis 2014, elle n'arrête pas de faire des plans B pour court-circuiter les sanctions. Donc, en 2022, elle était prête, de toute manière. Et elle savait qu'elle aurait des sanctions du type bancaire, du type SWIFT, elle le savait. Donc, elle s'y était préparée, parce que Poutine, il était peut-être naïf, mais il s'y préparait quand même. Pas d'un point de vue... on va dire, ah oui, je sais qu'il va se passer ici, je sais, mais il s'y préparait quand même un petit peu. Au niveau économique, au niveau militaire, il s'y préparait quand même un petit peu, parce que quand tu bombardes le Donbass, bon, à l'époque, pendant 7 ans, Poutine, il est patient, mais il ne faut pas exagérer, quoi. Donc, de toute manière, il serait intervenu. Il serait intervenu. C'était pas possible que ça dure, parce que les russophones de l'Est, ils criaient au secours, eux, hein. Ils criaient au secours pendant des années. Et donc la Russie les aidait en cachette. Il faut dire ce qui est, faut dire la vérité. Hein. Il y avait trafic d'armes entre la Russie, quoi, le gouvernement russe et l'oblast de Donetsk et de Lugansk. Ils armaient la milice de Lugansk et de Donetsk. Faut dire la vérité. Hein. Donc on pendant toutes ces années, ils les armaient. On me pose une question, on me demande, est-ce que tu as des infos du côté Asie et Taïwan? Bien sûr. Qu'est-ce qui se prépare dans ces deux côtés? Bah, là, qu'est-ce qui se prépare? Bah, là, je vais faire aucun scoop. Il suffit de regarder la télévision. Voilà ce qui se prépare. C'est pas ce qui se prépare qui compte. C'est pas ce qui se prépare. Là, tout le monde sait ce qui se prépare. Hein, on le voit à la télé. Vous allumez n'importe quelle chaîne, vous voyez ce qui se prépare. Je vais vous apporter aucun scoop. Là où moi, ce que je peux dire de plus intéressant, c'est que, alors,
évidemment, ça n'engage que moi. Hein. Ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Mon avis, c'est que les États-Unis vont faire comme en Ukraine. Là, le coup Ça a déjà commencé. Ouais, le coup du document là, qui a fuité du Pentagone, pour moi, encore une fois pour moi, peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, il y a une forte probabilité que ça soit une fuite faite exprès, tout simplement pour dire, bah, regardez, le document du Pentagone dit état catastrophique de l'armée ukrainienne, morale très bas, plus de missiles Buk, plus de missiles S-300, donc en gros plus de missiles antiaériens, plus d'obus, plus de munitions, plus de balles. En fait, les chars n'ont pas été livrés, le nombre de chars n'a pas été livré, et les chars livrés ne fonctionnent pas bien, et la chaîne logistique est complexe, elle n'a pas pu être menée à bien, parce que c'est trop dangereux en Ukraine, et en ce moment, en plus, c'est la Rasputitsa en Ukraine. C'est-à-dire que les tanks occidentaux sont tellement lourds qu'ils s'enfoncent. On ne peut plus les récupérer. Moi, j'ai vu des images. Hein. J'ai vu des images comme ça, où il y avait les 3 tanks embourbés parce que le deuxième tank essayait de désembourber le premier et le troisième tank était embourbé en train de désembourber le deuxième. Je l'ai vu sur Telegram. Donc voilà. Donc c'était des T-72 ukrainiens et encore, on parle de T-72. Hein. Il ne faut pas oublier que la plupart des chars ukrainiens, c'est des T-64, des T-65 et des T-72. Et les Léopard 2 et les Challenger 2, mais surtout les Léopard 2, parce que c'est ça qu'ils ont, les Léopard 2 pèsent extrêmement lourd. Je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 50 ou 60 tonnes, ou 65 tonnes. Je crois que c'est 65 tonnes. Les Léopard 2, c'est 65 tonnes. Donc c'est beaucoup plus lourd qu'un T-72. Donc c'est impraticable. C'est impraticable. Et la chaîne logistique. Bref, le rapport dit tout ça. Le rapport dit tout ça. Sauf que les médias vous disent ah ouais, bah, tout est vrai, sauf le chiffre de morts ukrainien et le chiffre de morts russes. Ça a été modifié. Hein. Ah oui, faut nous croire sur parole, ces chiffres ont été modifiés. Bah oui, tu m'étonnes. Dans le rapport, ça disait, alors je ne veux pas dire de bêtises, ça c'est ce qu'on m'a dit. Hein. C'est ce qu'on m'a dit sur Telegram, un contact à moi. Il m'a dit dans les rapports, c'était entre 220 000 et 250 000 morts soldats ukrainiens et environ 17 000 morts soldats russes. Depuis le début de la guerre. Ah, c'est ce que j'ai entendu aussi. Ouais. Ah, ok, bah voilà. Bah voilà. Bah, de toute façon, l'enquête de la BBC, disait 12 400 morts côté russe, avec une marge d'erreur de 40%, voire 50%. C'est-à-dire qu'au maximum pour la BBC, c'était 18 000 morts en grattant les fonds de tiroir, côté russe. Et d'après ce que disait le colonel McGregor, il disait, lui, 250 000 morts ukrainiens à peu près, et environ 400 000 blessés. Mais 200 000, ils ont plus d'armée alors. Mais si, l'armée ukrainienne, elle est encore nombreuse. Hein. Il y a environ, là, présentement, il y a environ 200 000 hommes qui restent, 200 000 hommes dans le sens effectif de combat. Et tu comptes environ 400 000, 450 000 hommes. Si tu prends tous les militaires, même les administratifs, tous ceux de la logistique, etc. Bah pourquoi? Tout simplement à cause, alors je ne veux pas dire de conneries, mais je crois qu'ils en sont à la 12e ou 13e mobilisation, le gouvernement ukrainien, tu vois. Et les mobilisations ukrainiennes, c'est entre 16 et 65 ans. Faut pas l'oublier quand même. Alors ça fait du monde, hein. Sans compter les soldats de l'OTAN sur place. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Sans compter les Polonais sous faux drapeau, les Roumains sous faux drapeau, les Anglais sous faux drapeau, les Canadiens, les Français, les Américains sous faux drapeau, et toutes les boîtes de mercenariat en Ukraine, payées par l'Union européenne et les États-Unis, dont la plus grosse qui est Blackwater, c'est l'ancien nom, maintenant il s'appelle Academia. C'est leur nouveau nom de Blackwater. Voilà. Donc le groupe Mozart, eux, ils ont été balayés. Ils ont fait une retraite aux États-Unis.
ça a été annoncé publiquement, hein, le groupe Mozart qui devait être le pendant de Wagner, mais américain. Eux, ils se sont fait balayer sur le terrain tellement ils étaient peu nombreux et ils n'avaient pas de moyens, peu nombreux, ils ont été balayés, donc ils se sont retirés de Est-ce qu'on l'Ukraine. peut dire qu'ils sont, avec les étrangers, 400 000, non? Ou peu moins? Non, je t'ai dit, on estime à 200 000 les forces ukrainiennes, on va dire, Avec les étrangers aussi? tout compris, tout compris. Ah Je te ouais, parle de d'accord. attention, Angélico, je te parle de la soldatesque unique, là, les 200 000. Hein. Si tu comptes les logistiques, les mecs de la logistique, l'administratif, quoi, tout ce qui tourne autour des militaires, oui, je crois qu'ils sont 400 000. En tout et pour tout. Mais en état de se battre en tant que soldat, là, les derniers chiffres que j'ai, c'est 200 000. Les Russes sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Si tu veux, quand il y a eu le début de la guerre, le 24 février, le rapport est pour 3. C'est-à-dire 3 Ukrainiens contre un Russe. Ça, c'était au début de la guerre. Hein, puisque les Russes étaient environ 130 000 à se battre. Voilà. En tout et pour tout. Ça, c'était au début de la guerre. Ils étaient sur 1 pour 3. Et pourtant, ils ont réussi à faire leur stratégie et on va dire là, gagner la guerre, puisqu'ils ont gagné la guerre, je le dis depuis 9 mois que les Russes ont gagné la guerre. Ça fait 9 mois que je le dis dans mes vidéos. Donc, ils ont réussi à gagner la guerre avec un rapport d'1 sur 3. C'est pour te dire la puissance de l'armée russe dans le sens compétence, dans le sens matériel. Ils sont extrêmement compétents. Voilà, contrairement aux armées ukrainiennes, otaniennes, parce qu'en fait, il ne faut pas parler d'armée ukrainienne. Il n'y a pas d'armée ukrainienne. L'armée ukrainienne, elle a été balayée dès 2015, puisque en 2015, il y a eu une désertion gigantesque de l'armée ukrainienne. En gros, les vrais militaires ukrainiens, énormément ont déserté. Beaucoup ont été dans le Donbass et ont rejoint la Russie, ou sont partis dans des pays étrangers pour ne pas combattre. C'est pour ça que les États-Unis ont dû se rallier le bataillon Azov, le secteur droit, donc private sector, et le groupe Stepan Bandera. Je ne te les dis pas tous, ça c'est les 3 branches principales, il y en a d'autres, hein, bien sûr. Mais ils ont dû compter sur eux pour prendre le gouvernement complètement couteau à la gorge des députés ukrainiens. Tout le monde devait se mettre, devait filer droit, sinon quelqu'un d'Azov, un des néo-nazis, tuait un député ou un truc comme ça. Donc tout le monde a filé droit. Zelensky compris, hein, Zelensky était le premier. Zelensky était menacé de mort dès le début. Hein. Il a été menacé de mort dès le début si jamais il tenait sa promesse de campagne, c'est-à-dire faire la paix avec la Russie. On lui a dit tu suis les ordres, sinon on te tue toi et ta famille. Donc voilà. On revient sur le sujet. J'ai une question à te poser. Ouais. Comment ces différences peuvent-elles affecter la mise en place de ce nouvel ordre mondial? Alors, j'ai pas compris la question. Je te répète la question. Les deux, comment ces mises en place peuvent-elles affecter? Non, mais attends. Ça veut rien dire là. Hein. Comment tu différencies l'un ou l'autre? Ah d'accord, ok, ça y est, j'ai compris. Bon, ok. Alors attends, ok, je vais t'expliquer. Mais attends, parce que là j'ai été discourtois, envers le précédent auditeur qui a posé une question sur Taïwan et j'ai digressé tellement loin, mais ça c'est moi, hein, ça c'est moi. J'ai digressé tellement loin que j'ai pas répondu à la question. C'est-à-dire qu'est-ce que je pensais de ce que va faire la Chine avec Taïwan et les États-Unis. Donc, je finis vite fait 30 secondes. Hein. Donc, en fait, moi, mon avis, c'est la Chine va prendre Taïwan et les États-Unis vont rien faire. Voilà. Et ça va faire comme en Ukraine. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais
que ça va faire comme en Ukraine à cause des documents qu'on fuitait. Les documents fuités, pour moi, c'est pour dire, bon, bah, vous voyez, l'état de l'armée ukrainienne est tellement catastrophique que, bon, bah, c'est fini, quoi. Et puis, envers les médias, les Américains, ils vont dire, bah, écoutez, vous voyez, on a tout fait. Hein. Avec l'Union européenne, on a tout fait. On a vraiment tout essayé. On a tout essayé. Mais vous voyez, ils étaient vraiment trop forts. Les Ukrainiens étaient trop nuls ou un truc comme ça, où ils n'étaient pas assez bons. Zelensky, il a fait n'importe quoi. Bon, bref, vous comprenez, on a tout fait, donc l'Ukraine, c'est terminé. Voilà, on laisse tomber l'Ukraine et puis voilà. Et voilà. on va de Pour moi, côté. c'est ça. Et donc, ça va être la même chose avec Taïwan. Et tu veux que je te dise pourquoi? Parce que, ok, je ne connais pas l'avenir, certes, mais je connais très exactement, grâce à mes généreux donateurs d'analyse du monde, maintenant réinformation sur le monde, quand on parle de YouTube, grâce à mes généreux donateurs qui me donnent des sous, je peux m'abonner à des magazines spécialisés américains qui sont très très proches de l'armée et du gouvernement et qui donnent eh bien, la force armée assez exacte de la Chine et des États-Unis. Et donc, et je peux te dire que les États-Unis, eh bien, au moindre grondement de la Chine, les États-Unis vont prendre tous leurs petits bateaux et ils vont retourner aux États-Unis. C'est aussi simple que ça. La queue entre les jambes, exactement comme en Ukraine. Les États-Unis, faut pas oublier qu'ils n'ont qu'un paravent. Ils ont que de la gueule, si tu veux, en parlant vulgairement. Ouais. Les États-Unis n'ont que de la gueule. Au niveau de l'armée, maintenant, c'est plus la Seconde Guerre mondiale. Hein. L'armée, c'est une catastrophe aux États-Unis. Et moi, j'ai les chiffres de l'intérieur. Et moi, j'ai des rapports de gens qui sont à l'intérieur, actifs, maintenant, qui disent l'état de l'armée américaine. Donc, je peux te dire que les États-Unis, bon, sur le papier, c'est la première armée du monde. Hein. Mais c'est la première armée du monde aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis seraient très, très, très forts si tu attaquais New York ou la Californie. Voilà, là, ils seraient très, très forts. Mais projeter leur armée loin, loin, loin comme ça, c'est-à-dire en Europe et à Taïwan, c'est fini, il n'y aurait plus personne. Tout simplement parce que c'est de la géostratégie. C'est-à-dire que tu ne peux pas gagner une guerre avec un État puissant si tu as une chaîne logistique de dingue. Et c'est le cas des États-Unis. C'est-à-dire les États-Unis, ils sont très forts pour faire des embuscades, pour piquer du pétrole, pour piquer du gaz, pour bombarder une ville. Ah, ça, ils sont forts. Hein. Mais c'est comme la Serbie. Ah, en 90, ah ben non, on va pas envoyer des troupes en Serbie. Ah, les Serbes, ils sont un peu trop farouches, ils sont un peu trop forts militairement, ils s'entraident un peu trop, ils ont un fort sentiment communautaire. Non, nos GI, déjà que nos GI n'arrivent pas à se débrouiller au Vietnam, ils n'arrivent pas à se débrouiller contre des talibans. Alors bon, ils n'arrivent même pas à se débrouiller en Syrie. Si on met une vraie armée devant des GI, on risque de se faire balayer. Nous, on s'est spécialisé dans le bombardement de loin. Nous, on s'est spécialisé dans le maniement du joystick, mais dans le maniement du fusil, là, non, on va quand même pas faire mourir un de nos soldats, quand même. Ah ben non. Que dirait la famille? Que diraient les médias? Ah non, ah non, non, non. Nous, on envoie des bombes et des missiles. Ça, on sait faire, on est fort. Voilà. Mais contre des pays très faibles. Ah, évidemment. Ah bah non, on va pas s'attaquer à la Chine, à la Russie, vous rigolez ou quoi? Ah bah non, on va se faire maltraiter. Non, non. Si tu connais les forces armées chinoises, avec le nombre de missiles qu'ils ont, ils sont chez eux là. On est sur le terrain chinois, avec une chaîne de logistique immédiate, avec un armement de dingue, parce que le complexe militaro-industriel chinois, il explose le complexe militaro-industriel américain. Alors, ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années encore, hein. Mais là, c'est le cas depuis une dizaine d'années. Pourquoi? Parce qu'en fait, le complexe militaro-industriel américain, il s'est reposé sur ses lauriers. Ce qui fait qu'ils ont, les années passant, ils ont fait comme la France. C'est-à-dire qu'ils ont démembré
leur propre usine militaro-industrielle parce qu'ils n'avaient plus de commandes de l'État. Ils n'avaient plus de commandes de l'État. Et comme les fabricants d'obus, de balles, c'est des sociétés privées, et ben les sociétés privées, ils ont fait marcher que le minimum. Et là, maintenant, les États-Unis sont en panique. Ils sont en train de supplier les sociétés privées de faire le 3-8 pour essayer de refaire tourner la machine. Mais le problème, c'est que ça va prendre combien de temps? Moi, j'ai des experts qui me disent que ça va prendre 2-3 ans. Mais dans 2-3 ans, quand leur complexe militaro-industriel sera à nouveau en état de marche, bah, dans 2-3 ans, c'est fini. La face du monde aura changé dans 2-3 ans. À la fin de l'année 2023, la face du monde aura changé. Voilà. À la fin de l'année 2023, l'affaire de Taïwan et de l'Ukraine, ce sera enterré. Ce sera fini, l'affaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, en gros, ce qui va se passer pour Taïwan et la Chine, eh bien, la Chine, qui n'arrête pas de mettre des bateaux en mer de Chine et qui a je ne sais pas combien de missiles hypersoniques prêts à tuer n'importe quel navire américain qui sera totalement sans défense, même sous le nombre, hein, de toute manière, avec une chaîne de logistique ultra courte, à 100 km du pays, alors que c'est à 6 000, 7 000 km pour les États-Unis. Bref, ils vont retourner chez eux tranquillement. Ils vont râler, hein. Ils vont grogner, mais c'est tout. Enfin, ça, tu sais, ça me fait penser, là-bas, ça me fait penser exactement la même chose comme avec l'Europe, l'OTAN, tu sais, les frontières avec la Russie. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, comme tu le précises bien, les Américains, ils ont tout plein de bases en Asie. Et là, ils ont prévu encore de ouvrir 9 nouvelles bases. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Et donc, qui est-ce qui est les provocateurs dans cette histoire? Bah, on sait que c'est les États-Unis qui provoquent. Mais, ils ont des bases partout. Ils ont, si je ne dis pas de bêtises, de mémoire, je crois qu'ils ont 900 bases dans le monde. 900. C'est énorme. Hein. Bah oui, puis je te dis pas, les contribuables américains, ils sont contents, hein, aussi, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bon, bref, ouais, il y a 3 bases américaines au Japon, il va y en avoir 3 aux Philippines aussi, il n'y en avait qu'une seule, il va y en avoir 3. Corée du Sud, il y en a 9, pareil, normalement 9 qu'ils ont prévu de rouvrir là. Ouais, bon, voilà. Mais bon, voilà, ils s'y prennent à la dernière minute, je vais dire. Et puis, tu crois que le Japon, les Philippines, la Corée du Sud vont envoyer un missile? Imagine les Philippines, le Japon. Voilà. On fait un scénario comme ça vite fait. Le Japon envoie un missile sur la Chine? Tu connais la suite, Gélico? Ou la Corée du Sud, encore pire. Juste à côté de la... Je vois le délire. Non, mais arrête. Là, le Japon, les Philippines, la Corée du Sud, comme tu dis, c'est des bases américaines. C'est-à-dire qu'eux ne feront strictement rien. Eux, il ne faut que héberger les États-Unis. Ce sont des hébergeurs, point barre. Point barre. Ils enverront, il n'y aura aucun navire japonais ou philippin qui ira attaquer un navire chinois. Ça, ils n'ont pas de bateau, leur armée, elle n'est pas... Tu m'as cité les 3 pays, ils sont pas leur armée. De qui bah du Japon, Corée du Sud et Philippines. Non, mais tu plaisantes. Ils n'ont pas d'armée. Il n'y a rien. C'est ça. Les Japonais, ils commencent à s'armer, ils commencent à avoir une petite armée, mais c'est une armée, mais elle est minusculissime. C'est pour ça que je te dis, ils ne feront rien. Laisse tomber, quoi. Non, l'armée japonaise commence. Ils y travaillent beaucoup. Hein. Mais bon, voilà, ils ont tellement de retard que laisse tomber. Non, mais l'armée, on peut dire qu'elle compte pour du beurre. L'armée philippine compte pour du beurre et l'armée coréenne du Sud compte pour du beurre. Attention, toujours à comparer avec la Chine. Hein. On est d'accord, hein, à comparer avec la Chine. Et en plus, nos petits copains du Pentagone, là, et la Russie et la Corée du Nord, ils vont rien faire?
Ils vont aider la Chine, mais à mort, à mort, mais à Surtout la mort. Corée du Nord. Hein. Mais bien sûr, et la Corée du Nord qui a fait plus de 70 essais de missiles balistiques intercontinentaux nucléaires dans les mers du Japon. Tu vois, non mais les États-Unis, ils savent qu'ils vont se faire écraser. En plus, la Russie n'aura même pas besoin d'intervenir. La Russie va aider, elle va vendre des munitions, des obus, des comme la missiles. Chine a fait avec la Ouais, Chine. non, mais sauf que non, pas comme la Chine. La Chine, c'est que dalle ce qu'elle a donné à la Russie. La Russie n'a pas besoin de la Chine d'ailleurs. C'est juste une aide. Voilà, la Chine a aidé. Voilà, histoire de faciliter la vie, parce que les Russes avaient besoin de tels trucs maintenant pour préparer les nouvelles recrues, les 300 000 nouvelles recrues. Bon, ils avaient un besoin de fusils d'assaut, un grand nombre, hein, voilà, d'un coup. Voilà, bon. Mais la, la Russie va donner des obus, va donner des missiles, va donner des munitions, va donner tout ce que demande la Chine en armement. Mais la Russie ne tirera aucune balle de fusil, aucun missile contre les États-Unis. Ils vont juste aider la Chine de manière indirecte. C'est tout. C'est tout. Et qu'est-ce que dira les Américains? Les Américains, ils ne peuvent pas dire à la Russie, bah, attendez, c'est quoi ce délire? Vous êtes belligérant? Vous donnez des munitions à la Chine? Bah, la Russie va dire, attendez, l'Union européenne et l'Amérique du Nord, ils ont donné quoi à l'Ukraine? Vous pouvez me rappeler là? Sans vous, il n'y aurait pas d'Ukraine. En gros, la Russie se bat contre les États-Unis là. En réalité, tout le monde le sait, hein, tout le monde le reconnaît. Zakharova, là, la porte-parole la porte-parole des affaires étrangères russes, elle avait dit, Peskov l'a dit, il a dit, ben non, on se bat contre les États-Unis. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc ça a été dit sur la scène internationale, ça a été dit à l'ONU même. Donc les États-Unis ne pourront pas dire, bah, pourquoi vous aidez la Chine? Alors si vous aidez la Chine, là, alors on ne va pas être content, on va vous donner des sanctions à vous, la Russie. Hein. C'est une blague. Non, mais tu vois le truc, Gélico. Ouais. Donc, tu as compris maintenant que les États-Unis représentent que dalle, en fait. Ils étaient très, très forts. Hein. Je le reconnais, ils étaient très, très forts il y a 20 ans. Mais c'est fini. C'est fini. Tu t'imagines la coalition contre les États-Unis, Iran. Très fort sur quoi? De quoi? Non, ils étaient très forts dans tous les domaines, les États-Unis. Oui, mais sur du vent aussi, hein. Beaucoup. Hein. Bah, sur du vent, oui et non. Un peu quand même. Bah non, faut pas dire sur du vent, Gélico. Non, un petit peu, j'ai dit. Bah oui, t'as pas de tape. Bon, c'est vrai que t'as pas tort de certains côtés. Mais de toute manière, là, je donne un scoop à tous ceux qui nous écoutent. Les États-Unis, j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus. J'ai fait des vidéos qui s'appellent Effondrement des États-Unis, j'en ai fait 2. Les États-Unis s'effondrent sociétalement. Ils s'effondrent économiquement. D'après Janet Yellen, un secrétaire d'État au Trésor américain, les États-Unis devraient être en banqueroute en juin. Voilà, c'est ce qu'a dit elle. Hein. Après, je sais pas. Mais ils s'écroulent économiquement, ils s'écroulent socialement à cause du progressisme wokiste qui fait que l'armée américaine, en son sein, est en déroute. J'ai fait une vidéo là-dessus qui a été reprise de l'audition sénatoriale de Lloyd Austin et Mark Milley. Ils ont été auditionnés au Sénat américain sur l'effondrement interne de l'armée américaine à cause du wokisme, là-bas. Donc, ils s'effondrent à tous les niveaux. Et en plus, il y a une sécheresse. Il y a une sécheresse aux États-Unis de plus en plus terrible qui touche tous les États américains, sauf l'Alaska. Donc, ils vont commencer à avoir du mal à se nourrir eux-mêmes. Ils vont commencer à avoir du mal à se nourrir eux-mêmes. Ils importent de plus en plus de céréales de la Russie, les États-Unis. Et ils n'ont jamais autant importé de pétrole que pendant la guerre en 2022. Tu vois? Bon, je vais faire une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas trop en parler. Mais... Ouais.
Mais bref, tu la feras sur quelle chaîne? ça va passer sur toutes mes chaînes puisque je publie la même chose sur Réinformation sur le monde, donc qui est sur YouTube, et Analyse du monde sur Odyssée, Rumble, VK et Telegram. Donc moi, quand je publie une vidéo, je la publie sur tous les supports au même moment. Donc je préviens encore les éditeurs qui nous écoutent. Demain matin, parce que le temps que la vidéo soit validée, je vous remettrai tous les liens de la chaîne Analyse du monde. Donc, vous allez avoir sa chaîne YouTube Réinformation sur le monde. Vous allez avoir sa chaîne Odyssée qui est Analyse du monde et de sa chaîne VK qui est aussi Analyse du monde. Donc, ne vous inquiétez pas, vous le retrouverez sur tous ces supports. Et si vous n'arrivez pas à le retrouver, ben, vous m'envoyez un petit message là et puis moi, je vous le transmettrai sans problème. Donc, voilà. C'est bien? C'est parfait. Bon, en tout cas, voilà, si tu as une autre question. Ah oui, c'est vrai, sur les 2 blocs. Pardon. Ouais, voilà. C'est ma spécialité de digresser, parce que j'ai tellement de choses à dire. Moi, je pourrais parler des heures sur un sujet. Et je ne m'arrêterai pas. Hein. Telegram aussi, oui, exact. J'ai oublié Telegram. Ouais, Telegram. Merci. Twitter aussi. Twitter, je suis sur Twitter. Bon, bref, donc les 2 blocs, et ça va être, je suppose, la conclusion, vu que ça fait déjà 1h25. Ouais. Eh bien, les 2 blocs, vous les connaissez déjà. Les 2 blocs, il y a eu le dernier clou qui a été planté dans le cercueil des États-Unis par la Chine, avec la réussite historique, titanesque, unique dans l'histoire, quasiment, hein, on peut le dire sans exagérer, de la paix qui a été faite entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, grâce à la Chine, un événement historique avec un énorme H, et ça, c'était le dernier clou planté dans le cercueil des États-Unis, puisque ça a montré l'énorme prestige de la Chine, son énorme pouvoir diplomatique, et non pas uniquement militaire. Et ça a surtout montré un effet de contraste entre les échecs perpétuels des États-Unis qui voulaient faire la paix, dont leurs retentissants échecs ont été avec Bill Clinton, mais, tu sais, Israël et la Palestine, quand il a voulu faire la paix entre les deux, puis ça s'est terminé en jus de boudin. Et après, ils ont arrêté le coup de faire la paix. Donc ça, c'est énorme, énorme. Je rajouterais qu'il y a aussi dans ces deux, il ne faut pas oublier que la Russie, elle joue un rôle important. Alors, c'est vrai, tu as raison. La Russie, elle a joué un rôle important en coulisses, certes, pas devant les... Et la Russie a joué un rôle, alors là, plus en coulisses, mais énorme, pour le rapprochement de Bachar al-Assad, c'est-à-dire de la Syrie, envers les autres pays du Moyen-Orient. La Russie a aidé diplomatiquement énormément la Syrie à être acceptée par le sultanat d'Oman, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, et l'Iran. Et il faut rajouter aussi un détail. Tu sais, je crois que normalement, il y a un truc africain ou je ne sais pas quoi, il y a une réunion qui est prévue, la Ligue arabe, je ne sais pas quoi. Et je crois que c'est, je ne sais plus si c'est l'Arabie saoudite, je ne sais plus quel. Je vais te dire. Et tu as Bachar al-Assad qui est invité. Oui, voilà. Alors, si tu veux, la Ligue arabe avait bouté hors de son organisme la Syrie, il y a 11 ans. Il y a 11 ans, la Ligue arabe jette la Syrie, alors sous pression américaine évidemment, et les Américains avaient fait pression sur l'Arabie saoudite parce que la Syrie, déjà le père de Bachar el-Assad était plus ou moins anti-américain, Bachar el-Assad aussi. Bon, bref, la Syrie s'est fait jeter il y a 11 ans de la Ligue arabe. Et là, grâce
effectivement à Vladimir Poutine et à Xi Jinping, eh bien, la Ligue arabe maintenant reprend dans ses bras la Syrie. Et n'oublions pas l'intervention du président, on ne peut pas dire ça, pas le président, mais je sais plus, le chef des Émirats arabes unis, qui a quand même dit devant les caméras du monde entier, alors il parlait au nom de tous les pays arabes, il disait, pour les pays arabes, la Syrie doit retourner auprès de ses frères. Donc ça, c'était une phrase très, très, très puissante du chef des Émirats arabes unis. Et ça a été une phrase très, très, très puissante. Et ça a été confirmé par le chef du sultanat d'Oman, qu'on a rajouté une couche en disant que maintenant les pays arabes accueillaient à bras ouverts la Syrie. Donc ça, c'est énorme, c'est énorme. En fait, en 2 mois, il s'est passé des choses, mais colossales. Il y a eu l'Iran, l'Arabie, la Chine. Il y a eu la Syrie qui retourne dans la Ligue arabe et qui est accueillie à nouveau par tous les pays arabes, incluant l'Égypte. Hein. Pas oublier l'Égypte. Hein. Donc voilà, alors que l'Égypte, ils sont plutôt copains avec les États-Unis. Donc vous voyez, hein. Bref, et ne pas oublier l'Iran, Raisi qui a été accueilli à Moscou, qui a été accueilli par Xi Jinping. Là, il y a eu des réunions tous azimuts. Le président Lula, qui a été reçu à Moscou, il y reste 5 jours avec 240 représentants commerciaux. Voilà. Donc, pour signer des contrats gigantesques céréaliers entre le Brésil et la Chine. Parce que la Chine va importer, mais plus que jamais, de manière colossale, des céréales brésiliennes, puisque la Chine est en manque. Hein. La Chine, ils achètent à tout va. Hein. Ils achètent à l'Inde, ils achètent surtout à la Russie. Ils achètent à tout va parce que la Chine est mal. Hein. La Chine est mal. On parle jamais de la Chine, mais la Chine, elle est mal. Elle est mal au niveau des sécheresses, un peu comme les États-Unis. La Chine a du mal, a énormément de mal à nourrir son peuple. Hein. Ça, on ne le dit jamais. Hein. On ne le dit jamais assez, mais la désertification, le manque d'eau en Chine, c'est un problème numéro 1. Les États-Unis, c'est rien. C'est le problème numéro 22, les États-Unis. Hein. Problème numéro 1, c'est la sécheresse et le manque d'eau en Chine. Ça, c'est le même problème qu'ont les États-Unis, si tu veux. C'est clair. Voilà. Et la France. On me dit, n'oublie pas l'Inde. Bah oui, bien sûr, l'Inde, c'est elle a joué un rôle aussi. Ah moi, non. Pas à ma connaissance, tout du moins. L'Inde, oui, l'Inde a joué un rôle, mais attends, ça dépend de quoi? Jouer un rôle au Moyen-Orient? Ouais. Non. Non, l'Inde a reçu Raisi, l'Iran. L'Iran, c'est pas un pays arabe, hein, je le rappelle. Hein. Oui. C'est les Perses. Hein. C'est pas un pays arabe. Hein. Faut pas mélanger. Oui. Donc, oui, avec l'Iran, oui. Les pays arabes, alors à moins que j'ai loupé quelque chose, ça m'étonnerait. Mais à moins que j'ai loupé quelque chose, non. Si, alors si tu dis, oui, mais comme ils font partie des BRICS, oui, dans ces cas-là, tout le monde est tout le monde, hein, parce qu'ils se réunissent entre eux, les BRICS et l'OCS. Donc ils se réunissent entre eux. Donc voilà. Bon, l'Arabie Saoudite, tout ça, font pas partie des BRICS encore. Hein. C'est des candidats. Ils font pas partie des BRICS, même s'ils se voient comme ça vite fait. Mais voilà, non, l'Inde, non, pas trop. Et dis-moi, la Chine, la Russie, oui. Pour terminer, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport on parle beaucoup de ces pays, mais le Brésil, on n'en parle pas beaucoup du Brésil. Alors, je peux t'en dire 2 mots. Si tu veux, les États-Unis attendaient beaucoup de la chute de Bolsonaro, qui est l'équivalent américain d'un républicain. Et il se dit, on a Lula, qui est un démocrate. Si
si on transpose sur le système américain, ils se sont dit, bon, on a Bolsonaro, c'est un républicain, trumpien, bon, ok, d'accord, terminé, au revoir. On a un Lula qui est plutôt clintonien, démocrate, dans sa façon de gouverner, mais bon, les Américains, des abrutis. Des abrutis. Lula a toujours dit qu'il était pro. Lula a toujours eu des très bonnes relations avec la Russie et la Chine. Toujours. Toujours. Mais les Américains, tu sais comment ils sont. Quoi, on ne peut pas dire les Américains, les Occidentaux sont tellement nuls. Sont tellement nuls. Ils n'y connaissent rien à rien. Franchement, les diplomates, d'ailleurs, Macron a fermé le corps diplomatique français pour qu'on soit encore plus nul qu'avant. Déjà, avant, on était nul en diplomatie. Maintenant, ça va être... Tu prends ma mère, elle fera l'affaire. Hein. Ça marchera très bien. Hein. Bah, c'est clair. Tu vois, je prends un mec dans la rue, tiens, toi, t'es diplomate de la France. Il sera meilleur que nos diplomates français. Hein. Bon, je force le trait, mais on est tellement nuls, on est tellement bêtes, on est tellement ignorants et stupides, tout simplement parce que les Occidentaux marchent par une idéologie. Ils ont une religion, qui est leur idéologie progressiste. Les États-Unis, c'est les gentils, les Occidentaux, c'est les gentils, et tout le monde va nous obéir parce que ça a toujours été comme ça. On est les plus forts, on est les plus puissants, on a Hollywood avec nous, on a les médias avec nous, alors toi, tu peux rien faire. De toute manière, on a toutes les institutions internationales avec nous, donc toi, t'es foutu de toute manière. Mais c'est fini, ça. Ce schéma est fini. Maintenant, c'est l'Est qui l'emporte, et très largement, sur tous les niveaux. La Chine, l'Inde, l'Afrique, la Russie ont arrivé à garder une société saine d'esprit, grâce justement soit à la religion, soit à des régimes forts, c'est-à-dire avec des chefs d'État qui restent 20 ans au pouvoir. Donc, comme ils restent longtemps au pouvoir, ils peuvent façonner le pays de manière cohérente, de manière forte, parce qu'ils restent longtemps au pouvoir. Tu vois ? Ouais. Donc, ça leur donne une force extraordinaire. Alors que nous, ça change tout le temps. Et nous, on change de cap tout le temps. C'est du grand n'importe quoi tout le temps. Voilà. C'est fini, nous. On est nuls à tous les niveaux. Tu regardes, tu imagines, le mec, il part. Après, peu importe, il part en Chine. Comme tu disais, il a quelqu'un pour lui préparer ces trucs. Il part en Chine, tu pars pas comme si tu partais en vacances. Hein. Tu vois, tu vas rencontrer quand même quelqu'un d'important. Tu n'arrives pas comme ça, ouais, salut mon pote, que tu dis occidentaux et que tu vas faire ta loi. Non, ça ne marche pas comme ça. Bon, il y a des protocoles, tu as un respect. Pour les auditeurs, je précise que tu parles de Macron. Oui, oui, je parle de lui. Voilà, donc tu vas pas comme ça, comme si tu partais en vacances. Non, mais Macron, il y a été avec une feuille de route. On lui a donné une feuille de route. On va lui dire, toi, ton discours, c'est ça. Donc, il a fait son discours. Macron, qu'est-ce que tu voulais qu'il dise? Et encore, rien. Et encore, quand il est revenu de Chine, là, Macron, il nous a mis une claque à tous, hein, Macron, hein, quand il est revenu de Chine. Hein. Tu te rends compte que moi, j'ai écouté ce matin sur France Info, outre qu'il a fait son discours en France, je crois que c'était en France, mais je ne suis pas sûr, ou c'était en Chine, je ne sais plus, où il a fait son discours, ah ouais, mais bon, Taïwan, c'est la Chine, bon, on va essayer de négocier avec la Chine, il faut qu'on garde des liens commerciaux avec la Chine. Alors là, quand il s'est fait détruire par les médias Macron, tu vois, il y en a beaucoup qui ont dit, voilà, mais le pire, c'est ce matin sur France Info. Ce matin sur France Info, comme il s'est pris 10 000 tomates sur la tête, eh bien là, il répond à un journaliste sur France Info, et là, je l'entends parler, j'ai failli lâcher mon volant ce matin. J'ai failli avoir un accident. Vas-y, Didi, raconte. Écoutez, non, moi je tiens bon, je suis droit dans mes bottes.
Nous, avec la Chine, non, la France, on veut garder des liens, on veut faire des contrats. On a signé à Airbus des nouveaux contrats avec la Chine. Airbus va produire 2 fois plus d'avions qu'avant en Chine, nanani nanana. Et moi, les États-Unis, alors là, accroche-toi, Gélico, texto, moi, les États-Unis, c'est un allié, les États-Unis, hein. Mais la France, nous, on n'est pas un État vassal. Donc nous, là, on est un allié, mais on a le droit de réfléchir avec notre propre esprit français, Oh avec la putain. France. Alors là, j'ai failli tomber dans le fossé, hein, je te le dis Oh tout de suite. putain. Qu'est-ce qui lui arrive? Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le général de Gaulle qui a infiltré son esprit pendant 2 minutes. Mais que s'est-il passé là? J'ai rien compris là. Là, Sors de ce corps, sors de ce corps. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Mais tu sais, Gélico, je suis tout de suite revenu sur Terre. Parce que quand tu connais bien Macron, il a fait plein d'annonces grandiloquentes depuis 6 ans. Il en a fait plein. C'est que des mots. Et à chaque fois, à la fin, il suit les États-Unis dans les actes. Donc là, il fait le grand. Voilà. Et Parce qu'il est parti regardez, là-bas. je suis pas une serpillière. Regardez, je suis pas un laquais. Regardez ce que je dis là. Vous avez vu ce que j'ai dit là? Ah, ça vous embouche un coin, hein. Ah, vous avez vu, hein. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Et ben dans un mois, on va voir ce qu'on va voir. Bah tu sais quoi? Bah il va faire ce qu'on va lui dire de faire. Voilà, C'est ça. voilà. Parce que il nous a habitués à ça. Alors maintenant, on verra. Peut-être qu'il va nous surprendre, hein. Un miracle. J'y crois plus. Hein. Un miracle. Il y a bien des gens qui gagnent au loto, hein. Donc, Ouais. Ok. Bon, voilà. analyse du monde, on va arriver à la fin. Je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoute, je tenais à te remercier de m'avoir invité sur ta chaîne. Merci beaucoup. Et puis, bah, c'est toujours un plaisir de faire un petit entretien avec toi. Et puis, tu vois, j'ai même appris un truc. Tu m'as même appris un gros truc que je ne savais pas sur les taux directeurs des années 90. Voilà, donc c'est très important. Bon, enfin bref, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Et C'est puis, moi qui te bon, bah, remercie. voilà, Tu restes avec moi encore quelques minutes. bien sûr. Merci à vous tous. Si vous avez aimé la vidéo, je vous n'hésitez pas à partager, liker. N'oubliez pas, je vous reprécise, demain après la validation, je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo pour aller vous abonner et retrouver toutes les pages, partout où il est, en descriptif sous la vidéo. Merci à vous, bonne soirée et portez-vous bien. Bonsoir à vous.